respecté. Tennis, Connors éliminé par l'Argentin Claire. Messieurs, bonsoir. Un journal à un horaire inhabituel pendant les jours à venir. Vous savez qu'à partir d'aujourd'hui vont recommencer les émissions officielles de la campagne électorale à la radio et à la télévision. Ces émissions commencent à 20h10 et en conséquence, notre journal sera ces jours-là avancé à 19h35. Celui d'aujourd'hui a de plus un caractère exceptionnel. À mes côtés, en effet, Pierre Mauroy, Premier ministre, qui commentera les mesures prises ce matin en Conseil et qui essaiera de répondre à un certain nombre de questions que nous nous posons en ce moment sur les intentions de son gouvernement. Sans plus attendre donc, les mesures sociales arrêtées par le Conseil des ministres, ce sont bien celles que nous annoncions dès la semaine dernière et que nous évoquions à nouveau hier. Jean-Claude Renaud. Commençons avec l'augmentation du SMIC. 10% en une seule fois à partir du 1er juin. Le taux horaire passe de 15 francs 20 à 16 francs 72, ce qui fait pour 174 heures de travail 2909 francs par mois au lieu de 2635 actuellement. On estime qu'environ 1 500 000 salariés gagnent aujourd'hui autant ou moins que le nouveau SMIC. Selon le CNPF, les patrons, cette hausse de 10%, avec ses répercussions sur la hiérarchie des salaires, pourrait coûter 60 milliards de francs aux entreprises. Selon d'autres estimations moins pessimistes, le surcoût pourrait aller de 10 à 50 milliards. En tout cas, le gouvernement demande à tous les partenaires sociaux de modérer les répercussions de la hausse du SMIC pour en atténuer les effets sur les entreprises. De plus, il prend une mesure exceptionnelle en réduisant de moitié les cotisations sociales sur les salaires inférieurs à 3 500 francs. Deuxième décision du Conseil des ministres, augmenter les prestations sociales, avec d'abord les allocations familiales, augmentées de 25% à partir du 1er juillet. Ces allocations variant en fonction du nombre et de l'âge des enfants, nous pouvons prendre deux exemples. Pour une famille de 2 enfants de moins de 10 ans, l'allocation passe de 286 francs 54 à 314,3. Pour une famille de 3 enfants de moins de 10 ans, l'allocation passe de 820 francs à 888 francs 26. Cette mesure concerne 4 millions de familles et environ 11 millions d'enfants. Ensuite, le minimum vieillesse et l'allocation aux handicapés adultes augmentés tous deux de 20% à partir du 1er juillet. Ces deux allocations passent de 1416 francs à 1700 francs. Le minimum vieillesse concerne 1 800 000 personnes, l'allocation pour les handicapés adultes 375 000 personnes. Enfin, l'allocation logement est relevée de 50%, mais en deux étapes, 25% au 1er juillet 81, 25% au 1er décembre. Elle concerne 2 500 000 familles. Terminons par le coût du relèvement de ces prestations sociales. On l'estime à 5 milliards de francs pour cette année et à 16 milliards pour 82. Le gouvernement compte le financer partiellement par une augmentation de l'impôt sur les très gros revenus, ceux qui payent plus de 80 000 francs d'impôt par an, et par une taxe exceptionnelle sur les profits de certaines sociétés, notamment les banques et les compagnies pétrolières. Bien, Pierre Mauroy, voilà des mesures qui plaisent à tout le monde, ou presque. C'est difficile de faire la fine bouche quand on vous donne de l'argent, mais dans un deuxième temps, on se dit, mais qui va payer? Est-ce que ce ne sont pas tous les Français qui vont payer? Qui plaisent à tout le monde. Écoutez, si ce soir, il y a sourire sur des visages de ceux qui sont les plus défavorisés, de ceux qui rencontrent le plus de difficultés, eh bien, je crois que le gouvernement peut être satisfait de ces mesures. Mais je voudrais dire que ces mesures sont présentées comme étant uniquement des mesures sociales, et elles le sont effectivement. C'était notre engagement de prendre ces mesures à l'égard de ceux qui sont les plus défavorisés. Mais nous inscrivons ça dans le cadre de notre politique économique. Nous avons une logique d'une politique économique. Nous voulons absolument nous battre pour l'emploi. Et nous voulons renverser la tendance en ce qui concerne l'emploi, c'est-à-dire nous attaquer au chômage. Et il est clair que l'ensemble de ces mesures ne sont pas seulement des mesures sociales. Ce sont des mesures qui vont donner un pouvoir d'achat supplémentaire. Par conséquent, le commerçant, par conséquent, le petit industriel, tous ceux qui vont pouvoir bénéficier de cette relance relative sans doute de l'économie, je crois que ceux-là aussi sont concernés. Et cette relance, même relative de l'économie, montre bien quel est notre objectif. Relancer l'économie. Nous l'avons décidé lors du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Nous le ferons à nouveau par d'autres mesures la semaine prochaine. Je crois que là, c'est l'axe essentiel
capitale de la politique gouvernementale. Et vous croyez que l'économie française est assez solide pour payer et que vous n'allez pas au contraire mettre en difficulté un certain nombre de petites entreprises qui vont licencier, par exemple? Qui va payer en fait? Écoutez, qui va payer? Qui va payer, de toute façon, peut-on rester dans la situation actuelle? Est-ce qu'il faut accepter 1 800 000 chômeurs, ne rien faire, se laisser aller? Nous sommes pour une politique de cohérence, nous sommes pour une politique d'expansion porteuse du progrès social. Nous l'avons dit, naturellement, dans la conjoncture actuelle, compte tenu de la nécessité de défendre le franc, compte tenu des taux élevés en ce qui concerne l'intérêt, certes, nous éprouvons quelques difficultés, mais je crois qu'il est absolument essentiel de lancer la politique du changement. Celle qui va nous permettre de renverser la tendance en ce qui concerne l'emploi et permettre de nous attaquer au chômage. C'est ça qui est absolument l'essentiel. Voyons donc, jamais sans doute un gouvernement n'aura apporté une contribution aussi décisive aux entreprises pour les aider à supporter les mesures sociales que nous avons décidées ce matin. Car le SMIC, de toute façon, on devait l'augmenter de 5%. Nous avons décidé d'aller plus loin. Augmentation de 10%. Et vous voulez aller plus loin dans le deuxième temps? Surcoût, par conséquent, de 10%. Mais pratiquement, l'incidence sur les entreprises de ce supplément, nous le prenons en charge. Alors, dans des conditions qui viennent d'être définies. Ça va se passer comment pour les entreprises? Parce que c'est assez important. Dans un premier temps, elles vont donc payer plus de salaires, mais alors, il y aura des contrôles, ça va se passer comment? Non, ne parlez pas de contrôle, mais le système que nous avons choisi est le système le plus simple qu'on puisse imaginer, puisque la compensation se fait sur les charges sociales. Alors tout simplement, une entreprise qui a actuellement 43% de charges sociales, quand tout le mécanisme aura été appliqué, elle n'aura plus à payer que 36% de charges sociales. Par conséquent, la compensation se fera par l'intermédiaire de la sécurité sociale et naturellement après l'intervention de l'État. Automatiquement, le plus simplement du monde, sans qu'il y ait besoin de contrôle, automatiquement. Chacun le comprend. Alors j'ajoute que le Conseil des ministres a décidé d'abroger le ticket modérateur d'ordre public mis en place l'année dernière et qui avait pour effet de laisser à la charge des assurés sociaux une partie de leurs dépenses maladie. Et avant de voir les réactions des différents porte-paroles, nous avons préféré vous montrer la manière dont ces mesures ont été reçues dans une entreprise de textile qui compte des smicards. Patricia Coste. Sur le plan personnel, je suis excessivement inquiet. Que je dorme mal, ça m'est arrivé parce que les responsabilités à la tête d'une affaire ne manquent pas. Mais je crois que nous, les créateurs d'entreprises qui avons lutté, on me le disait récemment, nous avons la chance de faire partie d'une génération qui a toujours connu la difficulté. Alors nous sommes habitués à la difficulté. Si depuis 40 ans que nous connaissons les difficultés de la guerre, de l'après-guerre et tout, nous ne dormions pas, alors à ce moment-là, nous ne serions plus là. Courageux peut-être, mais actuellement très nerveux. Sur les 120 personnes de son entreprise, 76 sont payées en dessous de 2 800 francs. L'augmentation du SMIC va se traduire par une hausse de près de 4% sur la masse salariale, près de 7% s'il y a répercussion sur les moyens salaires. Je ne vois pas comment je pourrais augmenter la moitié ou les 2/3 de mon personnel qui tourne autour de 2008 à 3 000 francs et ne pas augmenter les contremaîtres, les cadres qui s'étonneront de ne pas avoir une part eux aussi. La vie chère augmente pour eux de la même façon et je ne pourrais passer l'écrasement de la hiérarchie. Mais ça, éventuellement, donc, si on allège les charges sociales, ça peut être supportable pour votre entreprise? Il faudrait pouvoir alléger les charges sociales d'une quantité à peu près égale à celle de l'augmentation des salaires. À ce moment-là, le jeu pourrait être compris. Les cotisations sociales, en fait, ne seront allégées que de moitié. Et il y a d'autres hausses. Plus 8% en une semaine sur la laine. Près de 20% d'intérêt sur ces 2 millions de découverts. Alors, les solutions possibles, ce serait, comme ce fut le cas en 68, d'accorder aux entreprises en difficulté, celles qui sont vraiment, vous savez, les bataillons sénégalais, celles qui ont été mises en première ligne, le textile, le cuir, de leur apporter très rapidement des crédits relais à taux bonifiés qui leur permettraient de passer le cap difficile en attendant une relance qui se fera certainement, j'y crois, et que nous allons tous essayer de favoriser et qui permettrait peut-être de repartir du bon pied. Dans un deuxième temps, il faudrait
mais même c'est dans le même temps, disons, dégréver ces entreprises de main-d'œuvre de toutes les charges sociales, de ce qu'on appelle les charges indues. Pourquoi voulez-vous que nous supportions, et les enfants de la France, à travers des allocations familiales, plus que les autres? Il faudrait que ceci soit budgétisé, ça a été dit 1000 fois. On nous impose la construction de logements, nous devons concourir à la formation, à la taxe à l'apprentissage, à la formation, à tout un tas de choses. L'entreprise est devenue maintenant le support de la nation. Mais faut-il encore qu'elle vive et qu'elle ait les débouchés? Or, nous perdons nos débouchés en ce moment. Donc le problème du SMIC, à la limite, il est accessoire. Le problème du SMIC est important, mais il est accessoire vu sur l'ensemble. Pour les principaux intéressés, par contre, c'était la priorité. Et parmi les choses qu'on a promises, durée du travail, 5e semaine ou SMIC, laquelle vous paraît la plus importante? Ben, pour nous, c'est la plus importante, c'est de toute façon, c'est le SMIC. Hein. Et le SMIC. Ah oui, c'est ça le plus important. Hein. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce chef d'entreprise qui vous accuse un petit peu de faire des entreprises des vaches à lait? J'aurais beaucoup de choses à dire à ce chef d'entreprise. D'abord, lui dire qu'on est chef d'entreprise, par conséquent, on ne peut pas se laisser cerner. Pour le chef du gouvernement et pour le gouvernement, il ne peut pas être question de se laisser cerner par le chômage actuellement, par une politique de récession. Il est absolument essentiel, au contraire, d'aller vers une politique d'expansion. C'est là qu'est l'avenir. Ça, c'est capital. Alors, première erreur, nous dire qu'immédiatement, il faut répercuter l'augmentation du SMIC sur toute la hiérarchie. Je crois que dans les circonstances actuelles, l'essentiel de l'effort doit être au contraire orienté vers ceux qui sont les plus défavorisés. Ce chef d'entreprise a manifestement des travailleurs qui ont un salaire qui est tout à fait insuffisant. On augmente par conséquent le salaire des plus défavorisés. Quant aux autres, les beaux jours viendront. Je crois qu'on peut commencer par les salaires les plus défavorisés. Ensuite, le gouvernement est en place depuis 15 jours. Ce sont là ses premières mesures. Compte tenu de ce que nous apportons aux entreprises, cela montre l'indication qui est la nôtre, à savoir que dans les semaines qui vont venir, d'autres décisions seront prises. Elles iront toutes dans le sens de notre logique, qui est d'être une politique de relance, une politique d'expansion. Elles auront toutes une cohérence, qui est de renverser la tendance en ce qui concerne le chômage. Et ce chef d'entreprise est naturellement concerné, comme nous le sommes, comme le sont ses travailleurs et comme le sont l'ensemble des Français. Il a ajouté que finalement l'entreprise paie tout. Bon. Il est normal que les activités de l'entreprise soient taxées, comme le sont toutes les activités économiques et commerciales, et comme le sont les autres d'ailleurs. Mais je crois qu'il y a effectivement quelque chose de juste, à savoir que les entreprises de main-d'œuvre sont lourdement pénalisées en France, et qu'il faut avancer une nouvelle idée. Maintenant qu'il y a un développement extraordinaire de la technologie, il faut savoir, au fond, taxer non seulement la main-d'œuvre, c'est-à-dire le salaire, ce que l'on fait sans doute abusivement, mais également la machine, mais également le capital technologique. C'est dans cette voie que va s'orienter le gouvernement. Je dis par conséquent à ce chef d'entreprise que nous n'acceptons pas ce qui a été pendant des années, et que ce sont des mesures radicales, nouvelles, de changement, mais aussi d'espoir que nous avons pris ce matin et que nous prendrons dans les semaines qui viennent. Si vous demandez un petit peu quel genre de mesures vous alliez prendre pour lui donner envie d'investir, d'embaucher, bref, de repartir et de le rassurer, quelles sont les mesures auxquelles vous pourriez songer, vous songez actuellement? Mais je lui dirais d'abord de soutenir le gouvernement dans sa volonté d'avoir une politique de relance. On n'arrivera à rien du tout si chacun se plaint dans son coin et si nous nous laissons gagner par la récession. Les chefs d'entreprise sont là pour entreprendre et par conséquent pour créer des emplois, pour aider le gouvernement dans sa politique d'expansion et de relance. Et je leur demande de bien comprendre que finalement, si ce soir dans leurs ateliers, il y a des hommes et des femmes qui ont des salaires vraiment insupportables, qui sont trop bas, qui sont heureux, qui ont un sourire parce qu'ils auront un peu plus, je crois que ceci concerne non seulement leurs travailleurs, mais les concerne eux. Car avec ce que le gouvernement a décidé d'apporter à l'entreprise, c'est toute une politique nouvelle, qui est à la fois une politique de progrès social vers ses travailleurs, mais qui est en même temps une politique de relance économique. Et les chefs d'entreprise devraient saluer cette politique de relance économique et cette aide. Car est-ce que ce chef d'entreprise croyait que le gouvernement allait aussi loin dans l'aide que nous apportons
aujourd'hui à l'ensemble des entreprises pour financer ces mesures sociales. Pierre Mauroy. Bien, je ne le pense pas. De la masse des déclarations, j'extrais, outre l'accord sur l'essentiel de la CFDT et de FO, celle de la CGT. Henri Krasuki a estimé qu'on aurait pu aller au moins jusqu'à 3 000 francs. Pour un gouvernement de gauche, cela méritait un geste plus important pour ceux qui sont plus mal payés. Cela dit, pense la CGT, quelque chose d'important se met en mouvement. C'est vrai, vous ne pouviez pas faire 3 000 tout juste plutôt que 2 900 et quelques. Vous savez, on peut toujours faire plus, quoi. Mais vous voyez les problèmes, c'est vous-même qui me les posez. Par conséquent, il faut rester à un juste milieu et je crois que l'augmentation de 10% est une augmentation raisonnable qui tient compte de l'environnement financier. Alors, Yvon Chotard, dans l'antenne de midi pour la CNPF, a dit qu'il était pour une hausse des salaires les plus bas, mais pas par l'intermédiaire du SMIC, opération trop brutale. Les PME, elles, parlent d'un accroissement trop important de leurs charges. Outre l'allocation au logement dont nous avons parlé, d'autres mesures annoncées par le ministre du Logement, Roger Quillot, pas de blocage des loyers, pas d'arrêt des expulsions, mais la mise en place de commissions d'entraide. Enfin, réduction de 10% de la taxe sur le fioul, c'est une proposition. Dans les dossiers délicats qu'aborde le nouveau gouvernement, il y a l'enseignement libre, nous en avons parlé. Aujourd'hui, 3 800 chefs d'établissement de ce secteur se réunissaient porte de Versailles. Ils représentent environ un tiers du nombre total et ils ont fait connaître leur inquiétude. François Cornet. Liberté d'ouvrir et de diriger une école comme le prévoient depuis 130 ans les lois, liberté pour les parents d'inscrire leurs enfants dans l'établissement de leur choix, liberté pour les enseignants de choisir l'école où ils souhaitent s'impliquer, ce sont les principales revendications des responsables de l'enseignement libre réunis aujourd'hui à la porte de Versailles. L'enseignement libre concerne des millions de familles et d'enfants, il mériterait avant d'y toucher, ont dit les congressistes, une consultation populaire et pourquoi pas, je cite, un référendum d'initiative populaire. Dans un sondage remis ce soir à la presse et réalisé par le Centre d'information et de diffusion économique et sociale auprès d'1 millier de personnes, 81% des interviewés se sont prononcés pour le libre choix de l'école, 67% pour les lois de liberté scolaire, 39% ont répondu que l'État devait maintenir son concours financier et 30% l'améliorer. Ce que nous souhaitons, c'est que l'on reconnaisse notre existence au-delà de tout problème électoral. Nous voulons participer à un système d'éducation décentralisé et à un système d'éducation dans lequel les établissements privés auraient véritablement leur place. Pas de récupération politique ni de droite ni de gauche, l'ordre est de rester neutre, c'est la conclusion des congressistes. Pierre Mauroy, il y a un petit problème sur l'enseignement privé, parce que hier, Jacques Tessier de la CFDT... C'est un petit problème, c'est pas un problème nouveau, celui-là. Il a dit, il y a une position discordante du gouvernement. François Mitterrand tient des propos rassurants quand il nous a reçus, et puis Pierre Mauroy tient des propos qui sont moins rassurants. Alors, est-ce que vous pouvez rassurer les uns ou les autres? Écoutez, je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer, je suis content de le faire aujourd'hui, sur ce problème, mais je crois qu'il y a une politique du gouvernement qui coïncide exactement avec les options qui ont été présentées au pays par François Mitterrand. Alors, concrètement, et sur ce plan-là, je vois que ce problème fleurit, ce problème se développe chaque fois que nous sommes en campagne électorale. C'est singulier que chaque fois qu'il y a une campagne électorale, tout d'un coup, on voit arriver, on voit surgir toujours les mêmes représentants, alors que manifestement, il faut trouver une solution à ce problème. Et je crois que la proposition qui est celle du gouvernement, qui est celle qui a été présentée au pays par François Mitterrand, est une proposition raisonnable, est un appel au dialogue, est une proposition de conciliation. Pas de spoliation, pas de monopole, une organisation dans le cadre d'un système d'éducation qui soit décentralisé, même les contrats d'association, nous ne les remettons pas en cause immédiatement et nous disons que le dialogue qui va être ouvert, c'est un dialogue qui sera nécessairement long et que nous n'allons pas agir par la contrainte. Voilà ce qui a été dit, voilà ce qui sera fait. J'observe d'ailleurs que des voix autorisées se sont exprimées il y a quelques jours, et je crois hier, pour dire que... Chez nous, en effet, l'épiscopat français a souligné qu'il fallait ouvrir le dialogue. Eh bien oui, il faut ouvrir le dialogue, et il ne faut pas, comme ça, parce qu'on est dans un débat politique, campagne électorale, brandir vraiment comme une espèce d'arme ce problème pour essayer d'animer je ne sais quelle guerre qui est d'un autre âge. Il faut essayer d'aller au règlement de cette affaire. Mais vous pouvez dire aux familles entrer en dialogue. Qui ont un enfant en 6e, par exemple, dans l'enseignement privé... Ce que je peux dire que nous respectons la liberté de l'enseignement d'abord, que nous ne la mettons pas en cause. Que les problèmes qui peuvent se poser, c'est en ce qui concerne le financement, vous le savez bien, et dans des conditions qui sont celles du dialogue, n'acceptant ni la spoliation, ni le monopole.
Voilà, toujours en Conseil des ministres, ce matin, la nomination du professeur Lalumière comme délégué ministériel à la décentralisation, c'est le mari du secrétaire d'État chargé de la fonction publique. Nomination également de Paul Roux comme directeur central des renseignements généraux. Enfin, la possibilité pour tous les citoyens, désormais, de saisir individuellement la Commission européenne des droits de l'homme. Enfin et surtout, une déclaration importante du président de la République. Mes engagements constituent la charte de l'action gouvernementale, ils doivent être respectés. C'est ainsi que François Mitterrand a dit par exemple que le projet d'extension du camp militaire du Larzac ne serait pas poursuivi, que Plogoff ne serait pas construit, mais que les centrales nucléaires actuellement en construction seraient achevées, et que la Cour de sûreté de l'État serait supprimée. Pierre Mauroy, il met fin peut-être à un petit peu de flou. Là, on a entendu beaucoup de vos ministres s'exprimer sur plein de sujets différents et de manière parfois différente. Il n'y a pas du tout, j'entends ça, mais il n'y a pas du tout de flou en ce qui concerne l'action gouvernementale. Sur l'énergie, si. Il y a une cohérence, qui est une cohérence fondamentale. C'est que l'action gouvernementale est naturellement en harmonie avec les orientations et les options qui ont été présentées par François Mitterrand. C'est notre loi. Ce qui a été promis sera fait. Alors que des ministres ont pris leur ministère, prenant leur ministère, ils ont fait des déclarations, mais je crois que chacun comprend bien que un ministère se mettant en place, il y a 15 jours que nous sommes au travail, il puisse y avoir comme ça quelques petites distinctions entre ce que dit un ministre et ce que dit l'autre, mais tout est simple, dans la mesure où ce qui a été dit, ce qui a été promis sera réalisé, et que la cohérence du gouvernement procède d'ailleurs de ce programme, mais procède aussi de nos réunions hebdomadaires, puisque maintenant nous sommes à la seconde, eh bien il y en aura bien entendu d'autres, et c'est ces réunions du Conseil des ministres progressivement, et d'ici les prochaines semaines, qui établiront la cohérence totale. Par conséquent, vous savez, les quelques distinctions que vous avez entendues entre les différentes musiques, entre les différents ministres, ce n'était que vraiment une sorte de variation, en tous les cas sur un ministère qui est en grande harmonie et qui traduisait tout simplement le changement, effectivement. Ceux qui étaient au pouvoir depuis 23 ans, qui se sont succédés les uns et les autres dans tous ces ministères, eh bien effectivement, ce sont des nouveaux, qui n'ont jamais été ministres pour la plupart, mais qui, compte tenu de leurs responsabilités locales, régionales, et compte tenu de ce qu'ils sont et de leurs compétences, croyez-le, vont prendre leur ministère comme il convient de le faire et dans la cohérence d'une action gouvernementale qui n'a qu'une politique. Cette déclaration donc n'est pas un rappel à l'ordre, n'est pas un appel au silence non plus. Non, on entendra encore parler les ministres. Mais les ministres peuvent parler. Il n'y en a pas trop, dans une 43 cohérence, minutes, 42 dans la cohérence du gouvernement, de l'action gouvernementale. Bon, le de 43, 42, je crois que le ministère Barre c'était 41, le ministère Chaban-Delmas c'était 43, on est juste au milieu, vous voyez. Alors en matière politique maintenant, justement, cette lettre de Valéry Giscard d'Estaing aux militants qui ont participé à sa campagne présidentielle, j'ai l'intention dans les semaines qui viennent de vous faire part de mes initiatives et je vous demanderai de vous y associer. Cette déclaration de Jacques Chirac dans Sud-Ouest, il n'y aura pas de lame de fond pour la gauche, il n'y a qu'à se baisser sur le projet socialiste pour glaner les idées folles. Et puis demain, la reprise de la négociation au sommet entre socialistes et communistes, des discussions qui devraient prendre fin dès demain midi. Les deux partenaires se montrent confiants sur l'issue des négociations. Et on a tout de suite envie de savoir, Pierre Mauroy, s'il y aura ou non des ministres communistes au gouvernement. Oui, mais d'abord, je voudrais dire en ce qui concerne Chirac, mais pourquoi parle-t-il comme ça d'idées folles en ce qui concerne les socialistes? Je crois qu'il a fait un discours où il envisagerait de venir au gouvernement avec les socialistes. Justement, que pensez-vous de cette Non, mais c'est une drôle d'idée, ça, de vouloir venir avec un gouvernement de ceux qui ont des idées folles. C'est là une contradiction absolument extraordinaire, une incohérence. Non, et justement, vous parliez tout à l'heure alors de petite incohérence des ministres qui sont au gouvernement, mais quelle incohérence à droite entre le projet des uns et le projet des autres. Et je viens de souligner alors la plus grande incohérence de M. Chirac, qui au moment où il se présente devant les électeurs, leur dit, ceux qui sont au gouvernement, ils ont des idées folles, mais au fond, dans certaines conditions, pourquoi pas, j'aurais m'associer avec eux. Bon, et quelle incohérence partout, sauf sans doute, oui, sauf sans doute pour ceux qui animent ce gouvernement et la pensée socialiste qui, elle, est très cohérente. Vous pensez que cette offre de participation au gouvernement est une idée folle de sa part? Comment? Oui, de la façon dont elle est exprimée, et dans le cadre de cette campagne, oui, c'est une idée, je ne dis pas que c'est une idée un peu folle, effectivement. Différemment. Une idée tactique. Alors plus sérieusement, les ministres communistes. Une idée tactique d'ailleurs, justement, oui, parce que j'ai cru comprendre que M. Chirac avait tout de même une condition de taille,
C'est qu'il n'y a pas de que communistes. les socialistes à jamais se séparent des communistes. Alors, il y en aura C'est ou pas du tout ça notre façon de voir. Nous ne sommes pas pour une espèce de ségrégation prononcée à l'égard du Parti communiste. Et en ce qui concerne les communistes, les choses sont extrêmement simples. D'ailleurs, il y a une négociation, elle va continuer demain. Donc, comme Premier ministre, ce n'est pas moi qui conduis cette négociation. Non, mais comme Premier ministre, c'est vous qui proposerez au président de la République des nominations de gouvernement. Nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Au stade où nous sommes de négociation, demain, la négociation se poursuit. Mais ce que je veux dire, c'est que le gouvernement d'aujourd'hui, comme le gouvernement de demain, aura une seule politique, une seule cohérence et naturellement une solidarité gouvernementale qui est absolument indispensable. Alors le problème qui se pose, vous le posez à moi, mais c'est pas à moi qu'il se pose. Les communistes depuis 2 ans nous disent qu'ils sont différents et qu'ils ont une politique différente des socialistes. Ils l'ont dit et ils l'ont souligné. Aujourd'hui, ils nous disent ben non, mais toutes ces choses-là peuvent s'arranger. Voilà le problème. Est-ce que les choses s'arrangent au point d'être en harmonie avec les options qui ont été présentées par François Mitterrand, qui sont maintenant la loi du gouvernement et qui, j'espère bien, avec l'appui massif des Français et des Françaises, seront la loi du gouvernement de demain. Le problème se pose aux communistes. C'est à eux de répondre sur ce plan-là. Ils doivent accepter votre politique. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Ils doivent accepter votre Il n'est politique. pas possible d'avoir un gouvernement qui puisse répondre à 2 logiques politiques. Il peut y en avoir qu'une. C'est un problème de cohérence. Les Français ont choisi, en élisant François Mitterrand, des orientations, des options. Il est clair que ce gouvernement est tout à fait en harmonie avec ces options, ces orientations. Ce qui manque, c'est bien entendu, à l'Assemblée nationale, la majorité parlementaire. J'espère que ce sera chose faite avec les prochaines élections. En tous les cas, j'invite les Français et les Françaises à le faire. Nous avons besoin d'une majorité présidentielle en harmonie avec la majorité parlementaire. Nous avons maintenant les options et les orientations. Il faut donner maintenant force de loi au changement. Bien, on vous réinvitera le 21 juin, donc, ou le 22 juin. Voilà. Merci d'avoir été notre invité. Il nous reste 5 minutes pour donner le reste des informations en France et à l'étranger. D'abord, ce coup d'arrêt à la baisse aujourd'hui à la bourse. Le franc lui aussi est remonté. Et puis nous en arrivons très vite à l'étranger avec tout d'abord ce départ du pape il y a quelques minutes à peine de l'hôpital Gemelli. Il était hospitalisé depuis son attentat le 13 mai. En principe, des images tout de suite. C'est en effet la surprise de cette fin d'après-midi. Jean-Paul II, apparemment en bonne santé, les traits un peu tirés tout de même. Jean-Paul II quittant l'hôpital Gemelli, où il était en traitement depuis environ 3 semaines. Surprise, parce qu'hier encore, le docteur Tresalti, le directeur de l'hôpital, se refusait à indiquer une date pour le retour de Jean-Paul II au Vatican. C'est un malade très patient, avait-il dit, mais nous insistons encore aujourd'hui pour qu'il reçoive le moins de monde possible. Apparemment donc, le souverain pontife n'a pas voulu écouter les conseils de son médecin. Son impatience à reprendre les affaires a été la plus forte. Reste à savoir si dimanche prochain, pour les grandes fêtes de Pentecôte, Jean-Paul II ne va pas une nouvelle fois nous surprendre en faisant sa première vraie sortie en public. Voilà, très rapidement maintenant le sport avec la surprise de la journée. Aujourd'hui, l'élimination de Jimmy Connors au terme d'une très longue bataille de plus de 4 heures, 5-7, la plupart très équilibrés, sauf le dernier, 6-0 pour l'Argentin José Luis Clerc, à la suite d'une balle litigieuse que va vous montrer Dominique Leglou. 4e set, Clerc mène 6-5 face à Jimmy Connors au premier plan. Une balle litigieuse déclarée out par un juge de ligne, mais que l'arbitre annule avec raison. Connors se conteste et perd là son sang-froid et peut-être le match. Il reçoit même un avertissement. De plus en plus énervé, il agresse verbalement et gestuellement l'arbitre, ce qui ne l'empêchera pas de perdre cette 4e manche, 7-5. Après l'énervement, l'abattement. Clerc, quant à lui, est confiant. Cinquième et dernier set, une formalité pour José Luis Clerc qui l'emporte 6-0. Connors se résigné se bat pourtant jusqu'au bout, témoin ce dernier échange. José Luis Clerc l'emporte et réalise le match le plus constant sur ce marathon de 4h30. Il rencontrera en demi-finale le vainqueur du dernier quart de finale, McEnroe Lendl. Lendl mène d'ailleurs actuellement 1-7-0. Les pronostics de Pierre Bresse, le 2, le 1, le 4, le 7, le 13 et le 6. D'autres chiffres que vous ne verrez pas parce que je viens de les recevoir à l'instant, c'est le tirage du loto.
Ah bien si, vous les voyez, le 5, le 12, le 25, le 26, le 37, le 40 et comme numéro complémentaire, le 46. Alain Gillot-Pétret, 1 minute pour la météo. Alors en 1 minute, aïe, demain le temps va se gâter par le nord-ouest. Et déjà aujourd'hui, nous l'avons constaté, les températures étaient en baisse, notamment à l'ouest du pays. Vous allez voir notre carte, voilà, vous le constatez, moins de 20 degrés à l'ouest, plus de 20 degrés à l'est. La prévision pour demain, encore une zone pluvio-orageuse sur l'extrême sud-est du pays, mais par le nord-ouest, accompagnée de vents assez forts, arrivée d'une zone nuageuse, avec des pluies intermittentes. Ah ben j'ai 1 minute. Oui, allez-y. Entre ces deux zones, au nord-ouest de la pluie et au sud-est de la pluie, un temps brumeux le matin, puis l'après-midi, plus variable avec quand même des éclaircies. Les températures prévues pour demain, de Lille à Ajaccio, d'où le matin, 10-12 degrés. Tiède l'après-midi, à peu près 20 degrés. Nous sommes dans les normales saisonnières. Enfin, un éphéméride rapide pour demain, jeudi 4 juin, les heures de lever et de coucher du soleil et la fête de Sainte-Clotilde. Voilà. Bon, très bien. Demain, vous aurez Régine Crespin qui sera l'invitée d'Antenne de Midi. Elle pourra peut-être nous parler de cette déclaration d'El Cordobès qui se lance dans la chanson et qui estime qu'il ne sait pas chanter, qu'il n'est pas bon, mais qu'il va voir ce que ça va donner. Le dernier journal d'Hervé Claude vous sera présenté tout à fait en fin de programme vers 23 h. Et demain, notre journal aura lieu, je vous le répète, à 19 h 35. Merci à tous. À demain, à 19 h 35.